d'open mic sur notre stand. Je me rappelle de notre premier échange téléphonique, je sais pas si tu te souviens, en fait j'étais à la gare de Bruxelles, en fait c'était un peu chaotique, tu te souviens? Et tu me chassais depuis quelques semaines, donc franchement je suis très heureux de pouvoir t'accueillir ici. Donc peut-être pour commencer, parce que il faut que tu nous dises qui tu es et surtout ce que tu fais en fait avec OpenLLM. Alors, merci déjà pour l'invitation. Je suis très content de venir présenter EcoLLM sur le salon. Alors, du coup, qui je suis? Moi, je suis Jérémy, je suis le cofondateur d'EcoLLM. EcoLLM, c'est une startup qui s'intéresse à l'impact environnemental de l'IA, qui est un sujet qui n'est pas vraiment traité par la chaîne de valeur aujourd'hui, par les acteurs en place. Et du coup, nous, on s'intéresse à ce sujet pour en détourer du software, pour en détourer du service, qui permet à la chaîne de valeur de prendre en compte ce sujet-là. Bon, tu vois comme je suis bien conditionné parce que je suis OpenLLM, donc effectivement, je rappelle bien, CEO de EcoLLM, c'est ça. Bon. Alors, peut-être, puisque tu disais, Fred disait qu'on pouvait tous dire et qu'on pouvait mettre les pieds dans le plat tout de suite, qu'est-ce qui, selon toi, fait que les grands acteurs aujourd'hui communiquent peu, en fait, finalement, sur leurs indicateurs, sur l'impact qu'a en fait l'IA générative qu'on utilise de plus en plus. Et par ailleurs, pourquoi en fait aujourd'hui, alors qu'on y reviendra, pourquoi on n'a pas ces indicateurs-là quand on fait un prompt, pourquoi on voit pas son impact direct quand on utilise en fait ces IA génératives? Est-ce que tu peux nous dire en fait un peu l'impact, tu vois ce que ça représente comme impact, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement qu'est-ce que ça veut dire quand on fait des prompts sur ChatGPT ou sur un autre modèle, ce que ça représente, et puis pourquoi en fait il faut certainement qu'on mette plus de EcoLLM partout. Okay. Alors du coup, aujourd'hui quand on fait de l'intelligence artificielle, déjà il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence artificielle première vague, celle-là on se dit qu'elle consomme pas forcément énormément. Par contre, on a des inquiétudes sur le fait que l'intelligence artificielle générative puisse avoir un impact assez lourd sur l'environnement. Et en fait, le fait est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement mesurer les effets directs et les effets indirects de cette IA générative, sans parler des effets rebonds, donc des effets de troisième ordre. Alors, la raison pour laquelle on n'en parle pas beaucoup, c'est, je pense, parce que aujourd'hui, l'IA générative, et c'est un marché qui est en train d'émerger, c'est un marché dans lequel beaucoup de gens sont en train de prendre des parts de marché. Et ces parts de marché, en fait, aujourd'hui, elles sont drivées par des coûts qui sont un peu masqués et par le moins d'informations qu'on peut partager. En fait, finalement, la chaîne de valeur IT n'est pas connue pour être la plus transparente possible. Et nous, on pense qu'il faut qu'on amène les acteurs qui soient très gros, très centralisés, les GAFAM principalement, à pouvoir devenir de plus en plus vertueux, donc partager de plus en plus d'informations. Et on pense que ça, finalement, cette modification, elle va se faire un petit peu par tous les acteurs de la chaîne de valeur, en prenant des petites actions qui permettent de rentrer dans un cercle vertueux qui amène à plus de transparence. Plus de transparence pour faire avancer l'état de l'art et faire avancer l'accumulation de données sur le sujet pour qu'à terme, on puisse prendre une décision éclairée sur la construction d'un nouveau modèle, le fine-tuning d'un nouveau modèle ou le choix d'un modèle pour un cycle d'inférence ou pour un projet d'IA. Donc, moi j'ai eu l'opportunité de travailler sur un rapport là récemment. On a regardé un peu la course au gigantisme et ce que ça représentait. Et on voyait que les bilans carbone de certains acteurs, donc on peut prendre celui de Microsoft, en fait, avait quand même bondi sur la consommation en eau entre 2021 et 2022. Donc c'était pile poil au moment où en fait ça montait en puissance sur certainement Copilot et ChatGPT. Et donc cet après-midi, on aura aussi une intervention du GenC qui fournit des moyens de calcul, et on posera aussi la question de savoir comment ils font pour eux optimiser et qu'il y a le moindre impact en fait sur l'écologie. Puisqu'on est ici au salon en fait de l'open source, il me semble qu'il y a des initiatives dans nos communautés qui visent à développer ou à fournir des outils pour apporter déjà une mesure, parce que ce que tu dis est juste. Pour l'instant, on est tiré par les usages, mais finalement, on manque certainement d'outillage aussi pour savoir finalement mesurer l'impact. Mais il y a, je pense que tu peux nous en parler de certaines initiatives. Oui, tout à fait. Alors du coup, déjà pour rebondir sur l'introduction de ta question, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, elle est présentée comme une technologie disruptive qui pourrait mettre un petit peu à la poubelle pas mal d'engagements qu'on a pu prendre. Et par rapport aux GAFAM récemment, on voit que l'intelligence artificielle a été utilisée pour donner une exemption des engagements précédents qu'ils avaient pris par rapport à leur transformation écologique.
Et en fait, il y a un risque que du coup l'intelligence artificielle vienne remettre en question pas mal d'engagements que la société a prises vis-à-vis de la transformation et potentiellement certaines méthodologies. On pense notamment au numérique responsable. En fait, le numérique responsable aujourd'hui n'a pas vraiment pris à bras le corps le sujet de l'impact environnemental de l'IA. Et pour nous, c'est un problème parce qu'il y a un risque de disruption aussi sur ces méthodologies, cette gouvernance qui a été mise en place. Donc, par rapport à ta question, au niveau de l'open source, les librairies qui sont disponibles pour mesurer l'impact environnemental de l'IA, en tout cas sur la mesure, c'est notamment Code Carbone, qui est une librairie qui permet de mesurer en Python l'impact d'une machine. Et ensuite de créer des dashboards qui permettent de faire le reporting pour une équipe de data scientists, par exemple, ou aussi pour un moteur d'inférence, pour pouvoir dire que telle inférence coûte tant par rapport à tel autre modèle, ou ainsi de suite. En complément d'avoir le nombre de tokens finalement qu'on a consommé, d'avoir en fait ces indices de mesure sur une consommation, alors que ça peut être représenté certainement par des litres d'eau, une consommation électrique, en fait c'est ça, c'est... Oui, tout à fait. Donc Code Carbone en fait mesure l'électricité associée avec un workload. Donc on vient vraiment mesurer les compteurs GPU de la machine et les compteurs CPU de la machine pour dire combien de watts ont été émis et quelle est la consommation à terme sur ce workload. Et il y a d'autres librairies qui existent pour faire des estimations sur base du token in, token out d'un moteur d'inférence qui serait potentiellement derrière un endpoint en SaaS. Donc il y a plusieurs initiatives qu'on peut prendre. Elles peuvent être plus ou moins impactantes. On peut faire des petits baby steps pour commencer à discuter de ce sujet-là. Auquel cas on va utiliser plutôt Ecologits, ou alors on peut faire vraiment des pads géants et aller vers des librairies un petit peu plus poussées comme Code Carbone, voire aller sur des approches qui sont aussi un petit peu plus techniques, en utilisant par exemple Power API. Et donc nous, chez EcoLM, on est un petit peu des experts de toutes ces librairies de mesure et on sait sur une architecture de projet, sur un cas d'usage, quelle est la bonne librairie à utiliser. Donc en gros, les deux mots, enfin ou les deux communautés à suivre, Ecologist et Code Carbone. Ouais, ok. Bon, ça c'est un bon takeaway pour commencer. Écoute, par ailleurs, tu le sais en fait, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu suis ce qu'on fait avec cette communauté OpenLLM et l'entraînement de Lucie. Nous, c'est un enjeu pour nous de fabriquer des modèles qui soient donc réellement open source. Ça, on y reviendra. C'est pas le sujet de notre conférence ce matin, mais donc effectivement sobre, compact. Alors nous, la raison, c'est effectivement d'avoir des modèles qu'on peut inférer sur les infrastructures beaucoup plus légères ou on device. Et en fait, ce que tu nous as proposé, c'est effectivement dans la démarche de nous rejoindre, essayer de nous aider à pouvoir mesurer. Alors sur l'entraînement, on pourra y revenir sur le détail, mais aussi aujourd'hui ce qu'on est en train de faire sur plutôt la mise en opération des modèles et savoir comment en fait finalement on pourra donner à nos utilisateurs cette mesure d'impact et savoir finalement à chaque fois qu'ils interrogent Lucie, qu'est-ce que ça représente en termes d'électricité ou d'autres KPI qu'on pourrait définir. Oui, tout à fait. Alors donc du coup, donc déjà l'idée c'est bien de se rendre compte que quand on parle d'impact environnemental de l'IA, l'état de l'art en fait ne permet pas d'avoir une mesure qui est end-to-end. Donc on va pas dire qu'on a résolu le problème. L'idée c'est bien de mettre en place des initiatives qui permettent de commencer à prendre en compte ce sujet-là et pouvoir communiquer sur ce sujet pour que ça devienne un petit peu plus visible. Donc là, la première étape qu'on a décidé de prendre en compte, c'est de modifier un moteur d'inférence qui est derrière un endpoint qui est fourni par Exaion, et pouvoir embarquer Code Carbone dans ce moteur d'inférence et pouvoir rendre l'information de consommation disponible aux utilisateurs du endpoint d'inférence. Et donc là, du coup, c'est dans un premier temps les utilisateurs d'un modèle d'IA génératif à disposition de vos employés qui va donner une indication de quel est l'impact de l'inférence. Alors cette modification, initialement, Exaion va la déployer en mode prototype pour votre projet en circuit fermé. J'espère qu'on va pouvoir voir la productification de cette modification et que cette modification au moteur d'inférence va se retrouver dans la branche main de VLLM et pouvoir embarquer de manière intrinsèque finalement ces mesures d'inférence pour toutes les inférences qui se font avec ce moteur d'inférence. Ouais, l'idée c'est vraiment de faire une contribution sur la définition de l'API qu'on utilise en fait dans VLLM et qui pourrait devenir aussi un élément qu'on pourrait communiquer sur d'autres moteurs d'inférence pour, au lieu de recevoir finalement le in-out en fait des tokens plus des caractéristiques du prompt, de pouvoir aussi capturer à chaque transaction,
à chaque invite de prompt, effectivement, ces indicateurs. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça exactement. Ok. C'est ça exactement. Et donc une fois qu'on aura fait cette première étape, on aura la baseline de reporting en fait qui permettra de présenter déjà les informations à l'utilisateur et on pourra commencer à enrichir. Donc on pourra commencer à peut-être venir distribuer les coûts de la construction du modèle de fondation. Donc là, on pourra estimer les émissions qui ont été associées à la construction du modèle de fondation Lucie en prenant le nombre d'heures de la construction du modèle, voire à prendre en compte une partie du matériel, donc tous les GPU qui ont été utilisés pendant ces milliers d'heures pour la construction du modèle, et pouvoir commencer à affiner l'indicateur qui est présenté à l'utilisateur. Avec l'idée qu'à terme, donc si jamais on se projette dans 4-5 ans, l'idée c'est que les indicateurs CO2 soient intégrés dans tous les petits bouts de services qu'on achète en SaaS par exemple. Et donc c'est un petit peu la vision long terme, c'est que on puisse acheter avec un bout d'inférence SaaS la contribution CO2 associée avec la construction de toute cette infrastructure et de l'électricité qui est utilisée pour l'inférence. Alors c'est bien que tu parles de ça, et puis comme on a enregistré, c'est intéressant qu'on cite cette initiative là du gouvernement qui s'appelle Compare IA. Ouais. Et donc Compare IA, en quelques mots, c'est une plateforme qui vous permet tout à chacun en fait finalement d'opérer des prompts. On vous présente 2 réponses en aveugle, vous savez pas qui vous répond. Vous faites un choix de préférence sur un des modèles. On vous révèle le nom du domaine, du modèle qui a été utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en fin de transaction, on a ce petit dashboard qui dit, voilà, le chat qu'on a eu et en fait, par rapport à ce modèle-là, ça a consommé tant d'électricité ou tant d'équivalent heures YouTube et ainsi de suite. Je pense que tu as vu en fait cette initiative. Oui, donc c'est une initiative qui est très chouette. Donc on a discuté avec c'est le ministère de la Culture qui a fait cette modification en un temps record. Quand on parle de baby steps pour commencer à discuter sur le sujet, en fait ce projet a été exécuté en 3 mois, il me semble, avec Ecologit. Donc ça montre que en fait la première étape n'est pas forcément vraiment accessible pour tout le monde. Alors Compare IA, c'est pas uniquement de la mesure d'impact, c'est plein de choses. On vient évaluer un petit peu sur une human feedback loop, comment est-ce que la personne qui demande le prompt évalue 2 réponses de modèle. Et donc là, on vient voir, on a une indication de comparaison sur d'autres paramètres que uniquement l'impact environnemental. L'IA générative aujourd'hui, elle soulève pas mal de questions, notamment sur les biais que ça peut apporter. Et donc ce projet, en fait, il permet aussi un petit peu de travailler un petit peu, enfin de présenter des comparaisons de différents prompts et de tester 2 modèles sur d'autres choses que uniquement l'impact environnemental. Alors nous, on est des pure players de l'impact environnemental. La raison pour laquelle on a ce positionnement, c'est que on pense que le management de l'environnement, c'est quelque chose qui est déjà bien traité au niveau de la chaîne de valeur. Donc les entreprises savent ce que c'est que de faire du reporting environnemental. Elles savent moins ce que c'est que de faire du reporting de biais sur un modèle d'intelligence artificielle générative. Donc nous, on pense que l'impact environnemental, c'est la chose qui est la plus actionnable pour nous sur le court terme, avec un horizon de start-up qui est quand même pas un horizon de recherche très long. On a besoin de démontrer une traction sur notre marché qui s'ouvre le plus rapidement possible. Donc c'est juste pour information, donc on est très proche effectivement de l'équipe là, de Lucie, alors pas la nôtre, mais de Lucie qui au ministère de la Culture, voilà, qui s'occupe en fait de cette initiative. Et juste pour information, on a reçu hier en fait les premiers datasets de préférence, donc ils vont être très riches pour nous pour effectivement faire ce qu'on appelle le renforcement par l'humain, donc le RLHF avec Lucie, donc sur notre modèle Lucie, et donc ça en fait on est très fiers. Et donc moi c'est vrai que je regarde cette plateforme qui est aussi une plateforme de médiation, et je l'ai utilisée y compris vis-à-vis de mes propres enfants pour leur montrer finalement l'impact que tout ça avait, quoi. Voilà. On parlait d'Exaion, juste effectivement pour dire que on n'a pas pu nous au moment où on a démarré avec le GenSci mettre l'outillage, enfin un outillage spécifique, mais le GenSci nous fournit en fait des outils de mesure. Donc globalement, pour simplifier, l'entraînement de Lucie, c'est à peu près 600 000 heures GPU qui viennent de se terminer là, le mois dernier. Donc j'ai pas encore reçu et on n'a pas en fait fait le travail, mais je pense qu'on va les communiquer au moment de la release du modèle, en fait finalement le poids et puis l'impact que ça a eu. Et effectivement, pour l'inférence, là on fait confiance à notre partenaire qui est présent d'ailleurs sur le stand là aujourd'hui, donc qui est Exaion. Juste pour la petite histoire, peut-être qu'il faut qu'on en dise un petit, parce que le mot est pas, peut-être le nom et la marque n'est peut-être pas forcément bien connu, mais c'est une filiale en fait du groupe EDF qui finalement a plusieurs missions, mais dont une en fait c'est de recycler les moyens de calcul du groupe et de les mettre à disposition pour leur donner une seconde vie, une seconde phase d'opération
sur d'autres cas d'usage. Et donc effectivement, nous, c'est notre plateforme d'exécution principale et qu'on utilise dès à présent pour inférer des modèles, et y compris ce qui sera en fait pour le démarrage en fait de Lucie. Donc c'est pour ça que ce que tu citais tout à l'heure, et je voudrais qu'on revienne dessus. Donc globalement, ce que ça va nous permettre, là on fait ça dans une phase d'expérimentation, c'est ce que tu as précisé, mais que à chaque invite ou à chaque prompt, chaque phase d'utilisation de chacun des utilisateurs de la plateforme qu'on va mettre à disposition basée sur Lucie, on ait bien ces indicateurs que tu redonnais. Hein. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est complètement ça. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on vienne systématiser la mesure. Donc là, dans un premier temps, on va faire de la mesure d'énergie. On a besoin de voir quel est l'impact, puisque comme tu le mentionnais, en fait, Exaion a une proposition de valeur qui est de réutiliser du matériel existant, donc réutiliser potentiellement des cartes graphiques existantes, des CPU existants. On n'est pas sûr exactement de quel va être l'impact environnemental d'utiliser des matériels un petit peu plus anciens sur la consommation d'énergie. C'est un peu comme si vous utilisez une vieille voiture, elle va plus consommer qu'une voiture plus récente. Et donc on a besoin de commencer à faire une analyse de cycle de vie sur ce sujet pour pouvoir baser là-dessus un argument commercial. Et donc aujourd'hui, le sujet de l'impact environnemental de l'IA, il est utilisé à la fois par certaines personnes pour freiner le développement de l'IA, il est utilisé par d'autres personnes pour favoriser l'adoption de l'IA. Et nous, on pense qu'il faut qu'il y ait une analyse rigoureuse, ingénieure, voire un peu recherche appliquée, pour commencer à constituer des analyses du cycle de vie. Donc le fait de déployer cette sonde dans l'infrastructure de Exaion, c'est la première étape. Et l'idée, c'est à terme de pouvoir aller vers des analyses qui seront de plus en plus complètes, en prenant en compte le fait qu'on utilise effectivement du matériel un petit peu plus récent, qui peut avoir un bilan qui peut avoir une assiette de dépréciation de l'actif au niveau de son impact carbone qui peut être à 0, par exemple. Par contre, prendre en compte l'impact de la consommation énergétique. En tout cas, c'est au-delà de l'aspect mesure. Ce qui est génial, c'est que ça va nous donner aussi une super vitrine pour justement expliquer et mettre plus en avant en fait tous les impacts et les enjeux que tu exprimais au moment où tu présentais EcoLLM. Justement, quelle est une question comme ça plus ouverte, quelle est la perception, puisque globalement tu rencontres et tu interviens chez les clients pour justement expliquer certainement aussi comme acculturer, voilà le terme que je cherchais. C'est quoi la réception? Et en fait finalement, est-ce que dans les choix de solutions, ça, tu penses que ça va être un critère qui va entrer en compte, ce critère sur l'impact environnemental? Alors bien sûr, nous on espère que ça devienne un critère le plus objectif possible. Aujourd'hui, c'est déjà un critère, hein, puisqu'on voit que tout le monde communique sur le sujet. Quand on regarde toute la chaîne de valeur du plus gros cloud provider hyperscaler, ils communiquent sur leur impact carbone, dans le bon sens, dans le mauvais sens. On pense que ça va devenir de plus en plus un choix, parce que ça nous touche un petit peu chacun tous en tant qu'on est. Dans les choix qu'on peut faire, vous faites probablement tous du tri sélectif chez vous. L'idée, c'est que dans nos choix d'infrastructure, on puisse se diriger vers des choix qui nous paraissent le plus responsables. Et donc là, je trouve que ce sujet-là, en fait, il résonne pas mal avec votre proposition de valeur chez Linagora, puisque vous êtes quand même des fervents adeptes de l'open source. Donc open source, transparence, il y a quand même un parallèle qui est assez proche. Vous êtes aussi des fervents défenseurs de la souveraineté. Je pense que la souveraineté, c'est aussi une notion de notre capacité de choix. On ne peut pas choisir quand on n'a pas la transparence, quand on n'a pas l'information. Et donc faire en sorte que ce sujet, en fait, et ce reporting environnemental devienne visible, devienne transparent, ça va contribuer au fait que la chaîne de valeur puisse choisir un fournisseur, une infrastructure plutôt qu'une autre, et aussi favoriser la capacité de choix et potentiellement de bascule d'un fournisseur à l'autre. Donc il y a un moyen, ça pousse un petit peu dans le sens de la souveraineté, dans le sens de la transparence. Et enfin, aussi sur le sujet qu'on puisse avoir une chaîne de valeur qui soit un peu autonome en France et qu'on puisse favoriser des acteurs français et des workloads qui sont hébergés en France, puisque le mix énergétique, je le rappelle, en France, il est principalement décarboné. Et donc, c'est différent de data centers qu'on peut avoir dans d'autres régions d'Europe ou dans d'autres régions du monde. Bon, écoute, c'est presque une très belle conclusion. Juste, est-ce qu'on peut donner un point de rendez-vous pour cette initiative là qu'on lance collectivement avec Exaion, EcoLLM et Linagora? Oui, complètement. Alors, donc déjà, cette initiative, je voulais clarifier, elle s'inscrit dans une démarche de subvention qu'on a reçue. Donc, on a reçu une subvention qui s'appelle le Fonds parisien pour l'innovation sur ce projet. Et donc, une partie des coûts de ce projet vont être assumés par le Fonds parisien pour l'innovation, qui est une initiative conjointe entre la première collectivité qui nous supporte, qui est la mairie de Paris, et BPI France. Et donc, du coup, on aimerait pouvoir arriver à des premiers résultats sur Q1 2025. Je pense que
les 3 premiers mois de l'année 2025 ça donne une bonne time frame pour ça. Ouais. Sachant qu'il y a le sommet, donc il faudrait qu'on arrive en fait au mois de février certainement à montrer, à mettre ça en avant. Bon bah écoute, Jérémy, génial, merci beaucoup en fait d'avoir participé à cet open mic et puis donc je vous souhaite à toutes et à tous en fait une très belle journée et je crois que la prochaine c'est à 11h sur les sujets avec l'IRT System X et donc on aura grand plaisir en fait aussi d'accueillir ce partenaire important pour nous. On va parler de confiance et aussi d'infrastructure de numérique de confiance. Voilà, merci.